Bonsoir, je vais vous présenter la traduction en français de la conférence à laquelle j'ai participé samedi 22 février, organisée par l'espace Tesla en Italie. Le thème de cette conférence s'appelait NDE, expérience de frontières. Et le thème de mon intervention était les NDE comme outils thérapeutiques pour accompagner à la fin de la vie. Dans ce cadre, je présente des travaux réalisés en France et en particulier ceux du docteur Jean-Jacques Charbonnier et d'Annie Babou. Il est évident que tout ce que vous allez voir à l'écran est bien sûr écrit en italien puisque la conférence se réalisait en Italie. Mais je vais donc vous dire ce dont il s'agit et vous traduire chacune de ces diapositives. La société dans laquelle nous vivons a encore un gros problème à affronter, l'événement mort. Et parler de mort est encore aujourd'hui tabou. Beaucoup de personnes ne veulent même pas affronter l'argument. Or, il est vrai que dans la salle ce soir, la majorité des personnes présentes travaillent dans le domaine de la santé. Sont présents des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, des sophrologues, des kinés, etc. Il y a aussi un certain nombre de bénévoles d'accompagnement et bien sûr des quantités de personnes qui sont intéressées par l'argument, soit pour une simple curiosité intellectuelle, soit parce qu'ils ont eux-mêmes chez eux des personnes qui sont en train de s'approcher du terme de leur propre vie, ou simplement parce que c'est toujours extrêmement important et utile de réfléchir sur cet argument, étant donné que la mort fait partie de la vie. Alors, parmi les 1000 difficultés que quelqu'un doit affronter au moment de la fin de son existence, eh bien, la peur de la mort est certainement la peur la plus terrifiante. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que nous ne naissons pas avec la peur de la mort. La peur de la mort est un conditionnement de notre société et c'est ce qui nous empêche, très souvent, de quitter ce monde de façon sereine et tranquille. Il ne s'agit pas d'être en paix avec sa conscience, mais d'accepter la fin de cette vie physique comme un élément, comme une étape que chacun et chacune d'entre nous doit à un moment ou l'autre passer. Mais la peur de la mort ne fait pas partie de notre patrimoine génétique. Il n'existe aucune peur de la mort à l'intérieur de notre ADN. La preuve en est que selon les sociétés dans lesquelles nous sommes élevés, nous n'avons pas du tout le même rapport à la fin de la vie. Nous n'avons pas du tout le même rapport traumatisant comme celui qui est encore aujourd'hui majoritaire dans nos sociétés. Alors, de quoi avons-nous peur? Eh bien, les peurs traditionnelles sont d'une part la peur de souffrir, la peur de l'inconnu, la peur de l'après, la peur du jugement, la peur de l'abandon, la peur de la solitude. Or, quand nous parlons de peur de l'inconnu, de peur de l'après, de peur du jugement, etc., en fin de compte, ce ne sont pas des vraies peurs. Parce que nous utilisons le mot peur pour, simplifier le discours, mais en fait, il ne s'agit pas de peur. Parce que la peur a un nom, a une définition, a un aspect très précis, un prénom et un nom, si on peut parler de cette façon. C'est-à-dire qu'il est facile d'identifier la peur. Si vous avez peur des serpents, si vous avez peur des papillons, si vous avez peur des mouches, si vous avez peur des chats ou des chiens ou de quelque autre animal, des araignées, voilà une peur qui est identifiable. Alors que quand on parle de peur de l'inconnu, de peur de l'après, de peur de la mort, en fin de compte, il s'agit d'angoisse. L'angoisse, c'est tout ce qui est dans l'inconscient, c'est tout ce qui est le résultat des conditionnements. Ce n'est pas une véritable peur. On utilise le mot peur parce que c'est quand même beaucoup plus facile à se comprendre. Quand on parle également de peur de l'abandon et de peur de solitude, eh bien, celles et ceux qui travaillent dans des hôpitaux ou dans des maisons de repos
savent très bien, comme très souvent les personnes, la nuit, sonnent la petite sonnerie de sécurité près de leur lit. Et en général, ce n'est pas tellement parce qu'il y a un besoin, une crise, une urgence, mais c'est très souvent parce qu'on se sent seul, parce qu'on se sent perdu, parce qu'on se sent abandonné. Donc encore une fois, c'est une situation d'angoisse. Quant à la fameuse peur du jugement, eh bien c'est également un résultat une conséquence du conditionnement dans lequel nous avons été élevés, le jugement éternel, le jugement universel, jugement qui est cette espèce de peur de passer à la fin de sa vie devant un juge éternel qui pourrait donc évaluer ce que nous avons fait de bien et de mal, et en craignant naturellement ce que nous avons fait de mal. Donc voilà, disons, les premières difficultés qu'il faut affronter quand on arrive à la fin de sa vie. Alors le rôle, bien sûr, du personnel soignant, des bénévoles d'accompagnement et de nous-mêmes, des propres proches, quand nous assistons une personne qui arrive au terme de sa vie, eh bien, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, avec notre amour, avec nos compétences, avec nos capacités, avec notre professionnalité, c'est d'aider la personne à passer de cette vie à l'autre vie, ou à cet après, selon nos propres croyances, le plus sereinement possible. Alors nous arrivons maintenant à la question des NDE. Les NDE, je vous rappelle, c'est, en anglais, cela veut dire Near Death Experience. En français, on appelle ça également les EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente. Et alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de ces NDE ou de ces EMI et vous démontrer comment est-ce que ces EMI ou NDE peuvent être un instrument thérapeutique pour aider au passage. Alors qu'est-ce que c'est que, deux mots très rapidement, puisque ce n'est quand même pas le sujet de mon intervention, qu'est-ce que sont ces fameuses NDE, ces fameuses EMI? Il y a énormément de littérature que vous pouvez trouver sur ce sujet. Il y a d'ailleurs sur Facebook de nombreux groupes qui traitent avec beaucoup d'intérêt et qui sont une mine d'informations sur ce sujet. Les NDE, ce sont des expériences que des personnes vivent à la suite d'un accident neurologique, cardiologique, à la suite de difficultés, de complications durant une intervention chirurgicale, à la suite d'un accident de la route ou d'un accident, quel que soit le type d'accident, de traumatisme violent, où la personne se trouve pendant un certain temps dans un état qui est plus proche, disons, de la mort définitive, que ce ne s'agit pas donc d'anesthésie, il ne s'agit pas des situations de suspension des activités vitales, mais c'est des conditions dans lesquelles on ne pourrait plus, au retour, si on ne meurt pas, revenir à un état de vie normal. C'est-à-dire qu'une personne qui reste pendant si longtemps devrait, si elle revient à la vie, elle serait dans un état végétatif. Bon, la définition pourrait être un peu plus complexe, mais ce n'est pas le lieu maintenant de vous en parler. Alors pourquoi est-ce que le récit, les témoignages sur les NDE, sur les EMI, pourraient être un élément thérapeutique? Eh bien, nous allons en parler. Il y a chaque fois plus d'écrits, de recherches, de publications qui en parlent. Il y a chaque fois plus de centres d'études et de recherches de par le monde. Il y a chaque fois plus de témoignages qui sont recueillis. Et donc, à quoi peuvent servir toute cette documentation qui est aujourd'hui à notre disposition? Eh bien, d'une part, cela peut nous permettre de comprendre davantage qu'est-ce que sont que ces fameuses NDE, ces EMI, quelle est leur nature, comment arriver à leur donner une définition la plus précise possible et qui puisse satisfaire tout le monde. Et deuxièmement, comment nous pouvons donc les utiliser le mieux possible de façon à en faire un instrument utile pour les patients qui arrivent à la fin de leur vie. Alors, puisque je vous dis qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de personnages importants qui s'intéressent sur ce sujet, je voudrais quand même vous faire une petite liste, un petit parcours rapide sur ces personnages. La première personne, c'est bien sûr le docteur Raymond Moody, américain, très très connu, surtout après le premier livre qui a vraiment lancé, qui a été le départ d'une grande aventure, qui était La vie après la vie, qui est sorti en 1975 et qui a été suivi par une quantité d'autres livres.
Raymond Moody est docteur en philosophie et en psychologie, il est médecin et c'est le pionnier des études et des recherches sur les NDE-EMI. Il était d'ailleurs présent l'année dernière aux deuxièmes rencontres internationales sur les expériences de mort imminente qui se sont tenues à Marseille en mars 2013 et où ont été présentes une quantité de personnes, de personnages de différents horizons et de différents pays, dont je vais vous en présenter quelques-uns. Ces rencontres internationales avaient été organisées par la société de production S17, dirigée par Sonia Barkala. La deuxième personne dont je voudrais vous parler, je voudrais, m'arrêter un petit moment sur ce personnage, c'est un professeur, un neurochirurgien, le professeur Eben Alexander. Il est professeur à la faculté de médecine de Harvard et il a été frappé en 2008 par une rare méningite fulminante, vraiment d'un instant à l'autre, qui a été causée par une infection très rare d'Escherichia coli, qui est une bactérie que l'on trouve normalement dans l'intestin. Laissez-moi vous dire que cet homme est un homme jeune, il avait à l'époque, si je ne m'abuse, 52 ou 54 ans, et c'est un sportif, un homme qui a toujours fait du trekking, de la montagne, du ski, et qui ne s'est jamais beaucoup intéressé il ne s'est jamais intéressé par ces questions. C'est un grand professeur, un grand chirurgien, et un jour, donc, il tombe dans le coma. Il va rester dans le coma pendant 7 jours consécutifs. Les bactéries vont attaquer d'une façon qui paraît irréversible le cortex. Le cortex, c'est cette partie du cerveau qui est responsable de la mémoire, du langage, de la sensibilité visive et auditive, et de tout ce qui est le raisonnement logique. Et il va arriver à un moment à être dans un tel état que le pronostic qui peut être fait par ses collègues médecins est d'un état végétatif s'il survit. Donc au moment où il serait possible, et que c'est une éventualité qui est prise en considération, de suspendre les traitements et d'arrêter donc les machines qui le tiennent en vie, il ouvre les yeux et il a un mot tout à fait normal, il a une réaction tout à fait normale, comme si rien ne s'était passé, et il revient à la vie, si nous pouvons oser cette expression, dans une situation presque de normalité. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il commence à parler à ses proches de ce qu'il a vécu, et son fils lui suggère de ne pas attendre et de commencer à écrire tout ce qu'il avait vécu. Et c'est ce qu'il va faire. Il va raconter son expérience dans un livre qui s'appelle L'épreuve du paradis et qui est sorti en France aux éditions Guy Trédaniel. Il va se reprendre dans un temps record, en 3 mois, sans aucune conséquence neurologique. Et je vous suggère de lire son livre, qui est un livre extrêmement intéressant, où il raconte tous ses doutes, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'il a entendu comme message et en quoi tout ça a radicalement changé sa vie. Si vous allez sur Internet, si vous allez sur YouTube, vous trouverez une quantité d'informations et d'interviews qui ont été faites au professeur Alexander. Le professeur Pim van Lommel, qui est un cardiologue hollandais, qui a lui orienté ses recherches sur la conscience et en particulier sur la survie de la conscience avec des patients en état végétatif. Donc les travaux de ce professeur ont été publiés dans la revue Science. Il fait actuellement des recherches en neurophysiologie et en physique quantique. Et une de ses hypothèses, c'est que, dit-il, la conscience ne peut pas être localisée ni dans un lieu, ni dans un temps donné. Pour lui, le cerveau est seulement un médiateur, un émetteur et un récepteur plutôt qu'un producteur de conscience. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que tous ces chercheurs, tous ces médecins, toutes ces personnes qui sont en train d'étudier et qui ont donc réussi à dépasser une vision scientifique très étroite, très cartésienne, arrivent tous plus ou moins à la même conclusion, c'est-à-dire la conscience ne peut pas être localisée dans le cerveau.
Elle est donc délocalisée. Elle se trouve ailleurs. Elle ne dépend pas du cerveau. Et ça, c'est quand même une grande révolution dans le monde scientifique. Tout le monde n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Je voudrais vous parler également du docteur Jean-Pierre Postel, qui est un Français, un anesthésiste réanimateur qui a travaillé à l'hôpital Sarlat, dans le sud-ouest de la France, et qui a vécu une expérience de NDE-EMI partagée en famille. Et là, je vous renvoie à son livre et aux différentes interviews que vous trouverez sur YouTube, qui vous parleront beaucoup mieux que moi de cette expérience absolument incroyable, puisqu'il était en train d'assister à son père qui était en train de mourir, étaient présentes sa femme et son fils, qui sont tous les deux médecins. Sa femme est pédopsychiatre et son fils est médecin, tous les trois donc avec une formation bien sûr scientifique. Et ils ont tous les trois vécu la même expérience, ils ont vu et ressenti et écouté les mêmes choses, comme s'ils assistaient en tant que spectateurs à l'expérience qu'était en train de vivre le père du docteur Postel. Donc ça aussi, c'est une expérience vraiment très spécifique et qui interpelle quand même beaucoup. Il a fondé d'ailleurs en 2009 le Centre national de recherche et d'information sur la conscience, dont vous voyez sur la diapositive le sigle, et je vous suggère d'aller sur ce lien pour essayer de comprendre davantage ce que fait ce centre. Un Américain, le docteur Jeffrey Long, qui est un radiothérapeute et un cancérologue qui travaille en Louisiane, qui est membre de l'Association internationale pour les NDE et dont les travaux ont été publiés dans différentes revues et journaux, dont Newsweek et le Wall Street Journal, et qui a raconté d'ailleurs son expérience et ses travaux dans un livre qui s'appelle « La vie après la mort, les preuves ». Il a également travaillé et fondé avec le docteur Jody Long une fondation qui s'appelle la Near Death Experience Research Foundation, qui est la plus grande banque de données qui existe au monde sur les NDE. Cette banque de données existe en 20 langues différentes, ce qui permet à tous les expérienceurs, à qui que ce soit, de quelque pays que ce soit, dans quelque langue que ce soit, de pouvoir envoyer sur ce site le texte, le témoignage de cette expérience sur www.nderf.org. Le docteur Olivier Chambon est un médecin psychiatre, un psychothérapeute français, qui est un pionnier dans les méthodes de soins comportementaux cognitifs destinés à des patients psychotiques chroniques. Et dans son livre « Expérience extraordinaire », il écrit « Les données sont là, également les témoignages, tout concorde. Il existe en effet une conscience qui demeure après la mort et qui est indépendante du corps. » Donc c'est un médecin psychiatre qui est auteur également de différents ouvrages et parce qu'il s'est également beaucoup intéressé aux approches d'une médecine traditionnelle comme le chamanisme. Et je crois que ce sont des approches très ouvertes et qui sont complémentaires, dont il faut tenir compte si nous voulons ouvrir notre vision sur le mystère de la vie et de la mort. Alors voilà un personnage que je vous recommande d'aller écouter sur YouTube parce que c'est un homme qui est absolument fascinant. C'est un médecin palliativiste et un homéopathe. Il dirige une unité de soins palliatifs dans le nord d'Israël qui s'appelle Upper Galilee. Le docteur Eyal Goldberger est un homme d'une culture absolument incroyable et qui a un sens de l'humour stupéfiant. Et ce personnage travaille sur les rapports qui existent selon lui entre la médecine officielle et la Kabbalah. Et il étudie les NDE, les EMI, en tant comme un élément fondamental qui permettrait donc d'augmenter notre compréhension du mystère de la vie et de la mort. Alors, ça serait une erreur de penser que les NDE, les EMI, ne peuvent servir que pour des malades en fin de vie, qui sont des malades en phase terminale, qui sont donc soignés dans le cadre de soins palliatifs. Les soins palliatifs sont importants, bien sûr, sont fondamentaux, mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui peut arriver à la fin de leur vie,
de façon naturelle. Ce sont les personnes âgées qui ont la possibilité d'arriver jusqu'à un terme sans avoir besoin particulièrement de soins. Simplement, l'âge arrive et donc la gériatrie peut aussi s'intéresser à l'utilisation des NDE comme un élément important, comme un instrument pour favoriser la sortie de cette vie. Et donc le docteur Sylvie Caffardi, française et gériatre, elle a d'abord soutenu sa thèse sur les NDE, sur les EMI, et elle a écrit un livre qui s'appelle « Contribution à l'étude des expériences des EMI dans l'accompagnement des mourants ». Alors je ne voudrais pas faire terminer cette intervention sans vous mentionner quand même un élément qui est moins agréable, qui est le cas des EMI négatives. Elles sont beaucoup moins connues, elles sont beaucoup moins comptabilisées parce que ce n'est pas facile de raconter des expériences qui sont difficiles. Et pourtant, il y en a. Alors, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Penny Sartori, qui est une Anglaise. Elle est infirmière en soins palliatifs, mais elle est docteur en philosophie. Et elle travaille sur les NDE dites négatives, c'est-à-dire des expériences qui ne sont pas de passer dans un très beau tunnel de lumière où on est accueilli par des êtres de lumière, où on rencontre des défunts de notre propre famille ou des amis et où on reçoit des messages positifs, où on se sent bien, mais au contraire, donc des EMI dans lesquels on vit des moments assez lourds, des sensations de perte, de vide, de l'obscurité, des bruits désagréables. Bien, et ça fait partie quand même de la recherche actuelle qui est en cours. Le docteur Kenneth Ring, qui est un professeur de psychologie dans le Connecticut, aux États-Unis, lui dédie son travail à l'étude de la psyché des personnes qui ont vécu des NDE. Il est également président et cofondateur de l'Association internationale pour l'étude des expériences de pré-mort, l'Alliance, et il est également fondateur et éditeur d'un journal qui s'appelle le journal des études sur les NDE, sur les EMI. Le professeur Bruce Grayson, qui est un professeur de psychiatrie et qui est le directeur de la division des études de recherche sur ses perceptions à l'Université de Virginie et qui est membre depuis plus de 30 ans de l'association de parapsychologie. Et lui a été le premier à essayer de recueillir les témoignages sur les NDE, sur les EMI, en utilisant des méthodes scientifiques, de façon à collecter tout ce matériel. Il a mis en particulier en évidence des modèles clairs quant à l'influence sur la santé à long terme des personnes qui ont vécu une NDE, pour essayer de comprendre si le fait d'avoir vécu une NDE, une EMI, si cela pouvait allonger la vie ou la raccourcir, si cela pouvait renforcer les défenses immunitaires, si cela pouvait avoir des conséquences favorables aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique sur ces personnes. Et bien sûr, on ne peut pas terminer ce panorama sans mentionner le docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui était donc médecin psychiatre. Elle était née à Zurich, en Suisse. Elle a vécu toute sa vie aux États-Unis. Elle était psychologue. Elle a été la pionnière dans les soins palliatifs, la plus grande thanatologue mondiale. Et elle a étudié également les EMI à partir des travaux que faisait Robert Monroe sur le voyage hors du corps, donc le voyage astral. C'est-à-dire ce sont ces personnes qui peuvent, accidentellement, par hasard, ou ensuite par une décision propre, sortir de leur corps, out of body experience, et se déplacer et ensuite revenir à l'intérieur de leur corps sans pour ça être dans un état ni de maladie ni de traumatisme. Elle a également expérimenté sur elle-même la sortie du corps en la provoquant à des fins bien sûr de recherche scientifique. Bien, donc après ce passage rapide pour vous citer quand même quelques personnages importants qui travaillent dans la recherche actuelle sur les EMI et NDE, et vous avoir donné quelques liens, j'espère vous pourrez consulter pour essayer d'approfondir de votre côté directement.
Nous allons maintenant passer à quelques expériences qui ont eu lieu en France et qui sont particulièrement intéressantes. Parmi les expériences qu'il y a un peu partout dans le monde, je voudrais aujourd'hui vous parler de 2 expériences en France. La première est à Marseille. À Marseille, à l'hôpital de la Timone, a été créée une unité de soins et de recherche sur l'esprit où travaillent des psychologues, des médecins, des sophrologues et d'autres thérapeutes qui sont engagés dans le travail des soins palliatifs. Donc ce projet est né déjà il y a plusieurs années et, entre parenthèses d'ailleurs, le premier résultat de ce travail a été publié cette année, l'année dernière, en 2013, par le docteur Éric Dutoit et Eliane Lheureux. Éric Dutoit est le directeur de cette recherche. Il est psychologue et psychothérapeute et professeur à l'université. Et Eliane Lheureux est également psychothérapeute et sophrologue. Donc tout cela a été publié dans un livre que vous trouvez aussi bien sur Internet que vous le trouvez dans les librairies, aux éditions de la société S17 Productions. Et ce projet avait comme objectif d'utiliser l'utilisation des témoignages des EMI avec des patients et avec leurs proches. Or, quel a été le résultat? Eh bien, le résultat obtenu a été de favoriser un dialogue sur la fin de la vie et sur la mort, c'est-à-dire ce tabou qui empêche les gens de parler de façon sereine sur la fin de la vie et d'affronter tranquillement, sans peur et sans angoisse, n'était pas possible et il a donc été favorisé par ce travail. Grâce à ce travail, les personnes ont enfin osé parler de la mort. Vous savez très bien comme moi que très souvent, quand un malade va mal, quand un malade se rend compte que les choses ne pourront pas, qu'il ne pourra pas guérir et qu'il pose des questions, ces questions sont tellement difficiles à répondre que souvent on élude la question, on fait semblant de ne pas avoir compris et on dit mais ne vous inquiétez pas, vous verrez, tout ira bien, nous sommes là pour vous aider, etc. Et en fait, de cette façon, eh bien, on vole le temps de la personne. Parce que le temps qui nous reste, le temps qui reste à la personne qui est en train de mourir, ce temps-là lui appartient. C'est un temps important, c'est un temps où la personne peut avoir des choses à dire, des choses à demander, un pardon par exemple à donner ou un pardon à demander, des éclaircissements, enfin tout ce que l'on n'a peut-être encore jamais osé dire, osé exprimer, peut-être simplement vouloir dire à ses proches qu'on les aime. Est-ce qu'on n'a pas encore osé le faire par pudeur ou par orgueil ou pour d'autres raisons? Or ce travail, pour revenir à cette enquête, à ce travail qui a été fait donc à Marseille, a été fait à l'intérieur d'un cadre déontologique très précis, très spécifique, c'est-à-dire qu'il ça n'a jamais été obligatoire, on n'a jamais forcé personne, on a toujours respecté le credo de chacun, on a respecté les personnes qui avaient des foi ou des manifestations différentes ou qui n'en avaient pas ou qui refusaient d'en manifester. Donc il y a toujours eu un très grand respect de la personne et cela a été fait dans un climat de confiance entre les thérapeutes, les patients et leurs proches. Et bien sûr, n'oublions pas que c'est une approche qui est encore à ses débuts, donc il n'a jamais été fait mention que c'était une chose garantie, certaine. Il n'a jamais été caché qu'il n'y existe pour le moment aucune certitude scientifique sur les NDE. Alors quel a été le matériel qui a été utilisé pour faire ce travail? Eh bien, de nombreux écrits, de nombreux livres qui existent, également un matériel visuel, visible, c'est-à-dire un DVD qui a été proposé dans les télévisions des chambres des patients. C'est un reportage qui a été fait par Sonia Barkala qui s'appelle Faux départ, qui a comme sous-titre Enquête sur les expériences de mort imminente. Et si la mort n'était pas ce que vous croyez, hein, c'est une question à se poser.
Et donc ce DVD est devenu un instrument très utile. Les personnes pouvaient le voir complètement, pouvaient le voir seulement par épisode, pouvaient en voir seulement quelques parties, pouvaient le regarder et ne pas en parler, pouvaient en discuter avec leurs proches ou avec les thérapeutes. Cela a servi de fil conducteur pour pouvoir approfondir ces questions. Il semble que ce soit le meilleur instrument actuellement en France, en langue française, disponible, le plus précis et le plus fouillé sur les questions de ces NDE, de ces EMI, qui sont donc peut-être un faux départ. Un départ qui n'en est pas un définitif, en tout cas. Alors peut-être est-ce qu'il est aujourd'hui nécessaire de réfléchir sur la possibilité ou sur le besoin même d'un changement de paradigme dans le concept, sur ce que peut être la mort et sur ce que peut être la vie. En fin de compte, les choses ne sont plus aussi simples, aussi plus catégoriques que ne l'étaient peut-être pour nos parents ou nos grands-parents. Et on commence à comprendre davantage, on commence à se poser davantage de questions. Et ce qui est important de comprendre, c'est que parler de soins palliatifs, ou bien parler même d'un argument très délicat et comme l'euthanasie, par exemple, en le séparant du concept beaucoup plus large du sens de la vie, de la signification de l'existence, si nous les séparons de la dimension spirituelle de la vie, eh bien nous ne pouvons pas arriver à donner des solutions, à donner des explications réelles. Donc, il est impossible de parler de ces arguments, soins palliatifs, fin de la vie, si nous les détachons de ce concept beaucoup plus large qui est la dimension spirituelle. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais enfin bon, c'est pas non plus fondamental, il y a peut-être des choses prioritaires. C'est certain, il est vrai que ces demandes de sens, eh bien, nous n'avons pas souvent le temps de nous les poser. Et quand nous nous les posons, eh bien, c'est peut-être un peu tard. Parce que nous avons des priorités, la vie est chaque fois plus agitée, nous avons tellement d'urgences, tellement de problèmes à résoudre, nous sommes trop occupés, trop sollicités par la société de consommation. Et pourtant, ces grandes questions, ces grandes demandes de l'existence, les grandes questions sur le pourquoi, le comment de l'existence, le sens qu'a cette existence, eh bien, elles arrivent toujours à un moment, et peut-être un moment où il devient un petit peu tard. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut, encore une fois, avoir l'honnêteté intellectuelle et l'humilité de réfléchir à ce que veut dire notre existence et quel est le sens que nous nous donnons. Alors quand nous parlons d'une dimension spirituelle, nous ne voulons pas dire un concept religieux, mais au contraire un concept beaucoup plus large qui est indépendant du concept de religion. Parce qu'il existe une spiritualité laïque, et cette spiritualité est tout autant valable qu'une spiritualité qui s'appuierait sur des concepts ou une pratique religieuse, d'une identification religieuse. Alors ce qui est important, c'est de comprendre que la demande de sens, c'est de la spiritualité. Que donc la question de la spiritualité, elle est au cœur du soin, elle est au cœur du prendre soin, elle est au cœur de la pratique des soignants, que ce soit dans l'intention de guérir la personne, en anglais le to cure, ou dans le sens de l'accompagner, d'en prendre soin, c'est-à-dire to care. Aujourd'hui, on parle du caring, qui est une utilisation d'un mot anglais pour dire prendre soin dans la globalité de la personne. Comme vous le savez sans doute, les soins palliatifs s'occupent de la globalité de la personne. Les soins palliatifs considèrent la personne dans sa vision totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun de nous n'est pas seulement un être physique, mais nous sommes un être physique, bien évidemment, mais également nous sommes un être relationnel, nous sommes un être sentimental, nous sommes un être intellectuel, nous sommes un être relationnel et nous sommes également un être spirituel. Et quand nous souffrons aussi bien dans notre physique que dans notre dimension émotionnelle, dans notre dimension intellectuelle, dans notre dimension relationnelle, dans notre dimension spirituelle. Donc les soins palliatifs prennent en considération la vision globale de la personne, de ce que nous sommes.
Donc le résultat de l'expérience qui a été faite à l'hôpital de la Timone à Marseille, comme dans les autres centres où actuellement on étudie l'utilisation des témoignages sur les EMI, eh bien cela démontre que de cette façon, aussi bien les patients qui sont en phase terminale, aussi bien les personnes âgées, que les proches, la famille, les amis, que le propre personnel soignant, eh bien tous arrivent à vivre de façon beaucoup plus équilibrée, à se libérer de la peur, de l'angoisse, du sens de l'impuissance et du sens de culpabilité qui souvent assaille les personnes après la mort de l'être cher. Donc, si nous nous rendons compte qu'à partir de ces témoignages des personnes qui ont vécu une EMI, que la mort, en fait, considérée comme le point final de l'existence, n'existe pas, mais que la mort n'est qu'un processus de transformation, un changement, un passage d'un état à un autre. Si nous nous rendons compte que donc l'utilisation de ces témoignages, de ces récits qui sont faits par des personnes qui ont vécu une EMI peut avoir un effet bénéfique dans l'accompagnement des patients qui sont donc dans la phase terminale de leur vie et auprès des personnes âgées, et également auprès de leurs proches, alors pourquoi ne pas approfondir ce thème? Pourquoi ne pas développer des recherches, des études, des échanges dans les hôpitaux, dans les centres de soins, dans les maisons de repos, de façon à former chaque fois plus le personnel soignant, de façon à aider les familles à aider davantage qui est en train de partir, de façon à partir le mieux possible. Donc nous arrivons maintenant à la dernière partie, et cette partie c'est celle dont je vous ai parlé au début, qui est la recherche qui a été faite dans le domaine, nous sommes toujours en France, dont je vais vous en parler maintenant, qui est une contribution à la connaissance donc des EMI à l'intérieur du grand débat actuel de notre société sur le thème de la mort. Donc la vie, la mort, l'amour sont dans un même vortex, et ce travail a été proposé et créé et géré actuellement par deux personnes. La première personne que tout le monde connaît, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin anesthésiste réanimateur, qui travaille à Toulouse et qui est tous les jours confronté avec la fin de la vie. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier est également un chercheur, il est auteur de nombreux ouvrages et il participe à des nombreuses conférences et séminaires au niveau national et international sur les EMI. Il travaille toute la semaine à l'hôpital et toutes les fins de semaine, si vous regardez sur Internet ou sur Facebook, vous verrez qu'il se déplace dans toutes les villes de France et de Navarre pour porter ce message et pour répondre à toutes les questions de sens que chacun peut se poser. La deuxième personne responsable de cette recherche dont nous allons parler maintenant est une femme extraordinaire, une femme solaire, qui s'appelle Annie Babu. Annie Babu est infirmière, elle est assistante sociale, médiatrice familière, elle a créé en France, elle a fondé l'association de la médiation familière. Elle est membre depuis plus de 25 ans de l'association pour le droit à mourir dans la dignité et elle est déléguée en Guadeloupe où elle vit depuis plus de 9 ans. C'est une femme engagée depuis toujours au service de la vie comme elle se définit. Donc voilà les deux personnes qui ont lancé un questionnaire qui a comme but, d'une part, cette recherche a comme but de proposer une réflexion globale sur le passage de la vie à la mort, de créer des ponts entre les différentes approches des uns et des autres, d'offrir une dimension humaine et d'essayer de diminuer la dramaticité de cette étape de l'existence, de mettre en commun de nouvelles informations et bien sûr de remettre en discussion nos a priori et d'essayer de secouer un petit peu les certitudes sur lesquelles la pensée cartésienne est installée depuis bien longtemps.
Alors cette contribution à la connaissance des EMI à l'intérieur du grand débat de la société sur le thème de la mort, eh bien, va permettre peut-être d'échanger de nouvelles informations sur les représentations de la mort, de proposer un regard innovatif sur l'évolution des soins palliatifs, également de réfléchir sans passion et sans agressivité et sur une éventuelle législation sur l'euthanasie ou sur le respect des décisions anticipées que chacun pourrait souhaiter faire avant la fin de son existence pour faire connaître ses désirs, d'intégrer l'expérience des personnes qui ont vécu une EMI dans la gestion de la fin de la vie. Et donc, bien sûr, en conséquence, d'humaniser la fin de la vie. Donc Jean-Jacques Charbonnier et Annie Babou ont proposé un questionnaire sur des thèmes qui ne sont pas encore objet d'un débat commun. Les soins palliatifs, l'euthanasie et les NDE. Or, ce qui est aussi important, c'est de se rendre compte qu'ils ont utilisé un questionnaire qui est actuellement en anglais et en français, qui a été mis en ligne en janvier 2012, et que à la fin donc de cette année 2013, donc en janvier 2014, il y avait quand même déjà environ 3000 réponses. Donc cela démontre l'intérêt et la façon dont a bien été accueilli ce questionnaire, l'intérêt qu'il a réveillé aussi bien parmi les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé que par n'importe qui. C'est-à-dire que ce sont des questions qui intéressent tout le monde. Donc le questionnaire est en train de s'ouvrir à l'Europe et c'est ce questionnaire que j'ai donc proposé en Italie dans le cadre de la conférence à laquelle j'ai participé. Donc, indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, si vous allez sur ce lien, sur ce site, www.surveymonkey.com/5HFL3SN, comme vous le voyez sur le site, mais vous le verrez encore à la fin de cette présentation, eh bien vous pouvez vous-même participer à ce questionnaire. Il est anonyme, on vous demande simplement à la fin plus ou moins de rentrer la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez et la tranche d'activité dans laquelle également vous évoluez, et c'est tout. C'est anonyme et c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, je ne m'intéresserai pas ici, bien sûr, ni de soins palliatifs ni d'euthanasie, parce que ce n'est pas le thème de la rencontre, de la conférence italienne à laquelle donc j'ai participé, mais simplement des NDE, des EMI. Et je vais donc vous présenter 6 diapositives de ce questionnaire qui sont quand même significatives de l'intérêt que les gens ont sur cette question et intérêt qui a été manifesté grâce à ce questionnaire. Quelles sont les réactions qu'ont suscité en vous les expériences de EMI? Si vous regardez bien ce tableau, vous verrez que la majorité donne comme réaction une diminution de la peur de la mort. Un autre pourcentage intéressant, c'est la curiosité, ce qui est absolument normal, puisque c'est vrai que nous sommes tous quand même très intéressés par comprendre ce qui peut se passer après la fin de la vie. Donc, le fait de parler de EMI, cela a comme effet une diminution de la peur de la mort. Une autre question intéressante, connaissez-vous des personnes qui disent avoir vécu une expérience de EMI? Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est plus ou moins le même résultat. Or, on pourrait penser que le oui pourrait être plus important. Pourquoi le oui n'est peut-être pas si important? Eh bien, je pense pouvoir dire que c'est parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas exprimer, qui n'osent pas dire qu'elles ont vécu une EMI. Rappelez-vous qu'il y a encore une vingtaine d'années, les gens cachaient le fait d'avoir vécu une expérience comme celle-là parce qu'on avait peur d'être considérés comme ayant des problèmes de type psychique, comme n'étant pas tout à fait normal, parce que c'était probablement considéré comme des expériences d'hallucination. Et donc beaucoup de personnes ou ne l'ont pas dit, ou l'ont dit
10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, où l'on dit même au moment de mourir. Il y a de nombreux cas de personnes qui n'en ont jamais parlé, qui l'ont simplement dit comme une espèce de confession juste avant de mourir. Donc c'est quand même intéressant de penser, nous pouvons penser qu'aujourd'hui, plus on en parle, plus probablement la quantité de oui va augmenter parce qu'il y aura chaque fois plus de personnes qui oseront raconter leur propre expérience de EMI. Autre question, croyez-vous que les témoignages sur les expériences de EMI soient des informations valables et susceptibles de nous ouvrir à la compréhension de ce qui peut se passer après la mort? Alors vous voyez que là, il n'y a pas d'hésitation. Le oui est extrêmement majoritaire. Nous avons plus de 80,89% de oui contre 7,06% de non et je ne sais pas 12,95%. Donc ça aussi c'est une opinion intéressante à considérer. Pensez-vous que les témoignages de personnes, que les histoires que peuvent raconter, donc les personnes qui ont vécu une EMI, pourraient calmer les angoisses de ceux qui ont peur de mourir? Donc nous savons que la peur de la mort, nous l'avons vu au tout début de cet entretien, était extrêmement importante et fréquente. Eh bien, il semble, pour une large majorité, que pour 81,51% de ces réponses que nous avons eues jusqu'à présent, eh bien que cela puisse faire diminuer les angoisses liées à la peur de la mort. Pensez-vous qu'il serait utile de rendre accessibles ces témoignages aux patients qui se trouvent en phase terminale de leur existence? Là aussi, vous voyez une large majorité de réponses favorables. Donc la majorité des réponses laisse penser que les personnes considèrent que c'est une aide à des personnes, à des patients qui sont en phase terminale, que ça peut les aider. Pensez-vous que les témoignages sur les EMI peuvent soulager les souffrances liées au deuil? Donc, pour ceux qui restent et qui doivent gérer la souffrance liée à la perte d'une personne chère. Et là, vous voyez également que une belle majorité, 76,47% de personnes pensent qu'effectivement, entendre ces témoignages sur les EMI, eh bien, cela fait du bien, cela rassure, cela tranquillise sur probablement l'endroit ou le lieu ou la situation dans laquelle peut se trouver la personne chère. Donc voilà les six questions que je voulais vous mentionner. Donc je voudrais conclure avec une citation d'André Malraux qui a écrit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Eh bien, c'est une réflexion importante qui confirme ce que nous disions tout à l'heure quant à la nécessité de repenser toutes nos actions dans une dimension spirituelle. Je rappelle ce que j'ai dit au préalable, il ne s'agit pas de parler de religion, mais il s'agit dans le respect des choix de chacun, de penser que les actions que nous faisons, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation, que tout doit reprendre une dimension de spiritualité. Chacun y peut mettre bien sûr le concept qu'il croit le plus adapté à son mode de vie, à son mode de pensée. Pour ceux qui donc souhaiteront participer au questionnaire, qui est actuellement en français et en anglais, je laisse donc le lien afin que vous puissiez en prendre note et que vous puissiez donc directement participer à cette enquête. Si vous voulez en savoir plus, vous avez également mon site personnel. Et puis, je suis sur Facebook, Twitter, Google+. Et sur YouTube, vous trouverez aussi bien des vidéos en français qu'en italien. Voilà, je suis désolée si au milieu dans ma traduction, il y a bien sûr pas mal d'italianisme, mais étant donné que je suis en train de vous faire cette traduction après avoir à peine fait cette conférence en italien, c'est certain que mon français se ressent de l'influence de l'italien. Voilà, j'espère de toute façon que cela vous aura permis de suivre cet important débat et que vous pourrez le poursuivre par vous-même. Voilà, à bientôt, au revoir.